Bienvenue dans cette édition du journal. En début, dans le cadre du dossier de l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, plusieurs témoins clés, y compris la première ministre, ne se sont pas présentés à la comparution. Le cours de leur citation n'a pas permis leur présence. Un avocat dans son avis. S'il y a des témoins qui n'ont pas été cités, ce n'est pas la peine de l'instruction. Si les greffiers n'ont pas pu atteindre tous les témoins, ils seront entendus. Le temps était court pour les greffiers d'atteindre tout le monde. Monsieur le Président. J'insiste, s'il y a des réactions, je vais ordonner les 8 jours et vous allez sortir tous, sauf les avocats. Veuillez vous respecter, s'il vous plaît. Avec l'ensemble de messieurs les avocats, la dernière ou avant-dernière audience, l'audience a eu lieu dans cette salle de jeudi. C'était le mercredi plus tôt. Il était question que l'on puisse procéder à instrumenter des exploits en envoie des avocats experts, mais plutôt des témoins experts, éventuellement des renseignants, selon les cas. Nous sommes mercredi, vendredi férié, samedi le greffe n'ouvre pas, le dimanche la même chose. Le préfet ne peut pas tout faire au même moment. Vous devez comprendre que lorsque la Cour vous dit qu'on a eu à atteindre ceux qui sont devant, vous aurez également le temps de voir faire venir à la main ceux qui ne sont pas présents. Le problème se pose à quel niveau? Je crois que la Cour a déjà décidé de commencer par le tissu d'identification des témoins qui sont présents. C'est tout. Monsieur le Président. S'il vous plaît, monsieur et mesdames les avocats. Tout à l'heure, le président vous a rappelé que vous êtes tenu de respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent votre profession. Ça, la Cour tient à les rappeler. Tout à l'heure, le président n'a fait que appeler les témoins au vu des espoirs qui sont fixés dans le dossier. Et ces témoins sont là, tels qu'ils ont été cités. Vous n'allez pas amener la Cour d'appeler des témoins, même alors cités, alors qu'il n'y a pas désespoir au dossier. Et au regard de témoins qui viennent de comparaître, la Cour vous demande d'attendre qu'on les identifie. La Cour vient de vous rappeler que ces témoins, les noms ont été déclinés à l'audience de mercredi. La seule journée ouvrable était celle des jeudis. Vendredi février, samedi le week-end, la notion publique n'ouvre pas ses portes. Alors, la parole que vous demandez à cet instant, c'est pour dire quoi à la Cour, qui vous demande néanmoins de laisser d'abord à la Cour d'identifier les témoins qui sont là. Mais sur quel point vous voulez intervenir? Ça, c'est le cas. De deux, la Cour... Toujours dans le même angle, samedi dernier, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a dénoncé des atteintes aux garanties d'un procès juste et équitable dans l'affaire opposant le ministère public à l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, devant la Cour de cassation. Plus de détails dans ce reportage. Le presse numéro 10, ACAJ, août 2025. La CAJ appelle les juges de la Cour de cassation à respecter les principes d'un procès juste et équitable dans l'affaire RP22/CR en cause ministère public contre M. Constant Mutamba. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, est vivement préoccupée par la manière dont se déroule le procès ministère public contre M. Constant Mutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, devant la Cour de cassation
devant laquelle ce dernier est poursuivi des tentatives présumées et détournements des 19 millions de dollars américains affectés à la construction d'une prison dans la province de la Tchoubo. En effet, la CAJ relève un certain nombre de faits survenus au cours du déroulement du dit procès qui sont de nature à faire penser que son sort serait scellé d'avance en violation de principes de Bangalore et des Nations Unies adoptés respectivement en Inde, comme je disais, et New York aux États-Unis en 2002 et 2013, et par lesquels les États membres des Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, se sont engagés à faire respecter par leur système judiciaire respectif les principes, notamment ci-après la présomption d'innocence, l'indépendance des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, l'impartialité des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, la non-discrimination et respect du droit de recours. En résumé, ces principes ont été adoptés par les États membres des Nations Unies afin de garantir que leur système judiciaire renforce la confiance du public tant dans l'appareil judiciaire lui-même que dans l'autorité morale et l'intégrité qui demeurent des valeurs fondamentales au sein d'une société de droit démocratique. Au regard de ce qui s'est passé lors des audiences précédentes, au cours desquelles la Cour de cassation a rejeté systématiquement les exceptions soulevées par la défense sans décision suffisamment motivée, la CAJ relève que les principes précités ne sont pas observés, d'autant plus que l'empressement manifeste avec lequel les juges de la Cour de cassation s'efforcent à mener le procès est de nature à faire croire qu'une décision serait déjà prise avant même la clôture des débats, rendant ainsi illusoire la présomption d'innocence garantie à tout justiciable. La CAJ prie donc vivement à la haute cour à faire preuve d'impartialité. Je vais laisser la partie recommandation à mon confrère qui est chargé des victimes, Maître Silva, qui va procéder à la lecture avant qu'on revienne pour commencer. Maître Silva. Merci pour la parole. Comme recommandation que la CAJ fait au regard de ce qui vient d'être lu, la CAJ recommande premièrement au Conseil supérieur de la magistrature de veiller à ce que les magistrats qui assurent l'instruction du dossier RP22/CR le fassent en respectant les engagements de la RDC en matière de procès équitable et juste. Recommande également à la Cour de cassation de conduire le procès RP/22/CR dans le respect des droits de la défense. À l'ancien ministre d'État, M. Constant Moutamba, la CAJ recommande également à défendre ses droits par toutes les voies de droit et à tous les niveaux. Merci. Voici donc un peu le condensé. Dans ces actualités, l'avocat de l'homme d'affaires, Maître Joseph Kazibaziba, exige à l'FCM23 de faire la restitution de ses biens. Dans l'entretemps, certains observateurs dénoncent l'acharnement dont il est victime. Le reportage. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma et Bukavu, l'agresseur est aussi pilleur et pas que des minerais. Des biens et sociétés privées aussi, affirment certains. Les libérateurs sont en réalité des destructeurs, renchérissent d'autres. Jeudi 31 juillet dernier, nous sommes au quartier Nyalukemba à Bukavu. De cette résidence privée de Maître Kazibaziba, il ne reste que la méchanceté incarnée par des hommes armés, identifiés par plusieurs comme appartenant à la FC M23. Au milieu des anonymes, cet opérateur économique semble être la cible privilégiée de ceux qui contrôlent cette partie du territoire national. Déjà en février 2025, les mêmes s'étaient illustrés par l'occupation du siège social et principal de sa société CGX Minerals. L'immeuble R+4 est actuellement transformé à une base militaire par le M23 et où l'on trouve des éléments armés jusqu'aux dents. À cela s'ajoute le vol de 33 tonnes de minerais 3T, étain, tantal, tungstène, dont la perte est estimée à 2 millions de dollars américains. Que dire des véhicules, chargeuses, équipements professionnels pillés et des actes de vandalisme dans sa résidence familiale de Kavumu. À Goma, CGX Minerals n'a pas non plus été épargné.
Les mêmes ont pris le soin de démanteler l'unité de traitement de minerais. Conséquence de ces différents actes, 300 employés de cette entreprise contraints de partir en congé technique, des familles privées de revenus sur fond d'une occupation qui fait dire à beaucoup qu'il fait plus de mal que de bien à la population. Mais pour la FCM23, ces accusations sont largement inexactes. Ses responsables affirment qu'après enquête, il s'avère que les biens récupérés appartiennent à DRC Gold Training, donc à l'État et non à Maître Kaziba Ziba. La réponse de ces derniers ne s'est pas fait attendre à travers l'un de ses avocats. Dans un communiqué de presse du 2 août 2025, Maître Benjamin Bissimois bat en brèche cette version de la FCM23. Il dénonce notamment une désinformation sur fond d'une confusion entretenue par des personnes mal intentionnées armées d'une volonté de profiter de cette situation pour s'approprier les biens de cet acteur de développement. Il affirme en outre que Primera Gold, aujourd'hui DRC Gold Training SA, entreprise de portefeuille de l'État, n'est propriétaire d'aucun immeuble dans la ville de Bukavu. Elle est plutôt locataire dès son installation en 2023 à ses jours dans un immeuble appartenant à une personnalité notoirement connue dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le conseil de Maître Kaziba Ziba rappelle qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution et des instruments internationaux sur le droit de l'homme, la propriété privée est sacrée et plaide pour la libération et la restitution des biens de son client. En attendant, certains observateurs avertis qui suivent de près ce dossier estiment que Maître Kaziba Ziba subit des représailles à cause de son combat contre la contrebande et pour l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement de l'or et la traçabilité des minerais 3T. Il faut dire que CGX Minerals est la seule entreprise congolaise créée et dirigée par un Congolais qui se démarque et fait de prouesses dans ce domaine. Une réussite et une fierté congolaise qui visiblement ne semble pas plaire à tous. À Doha, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka, a visité l'hôpital ultramoderne de Vieux et la ferme laitière de l'entreprise Baladna. Suivez. Dans le cadre de sa mission économique à Doha, au Qatar, la gouverneure du Lualaba a consacré son séjour à une visite stratégique de deux entités majeures du conglomérat Power International Holding, dont l'hôpital ultramoderne de Vieux et la ferme laitière de l'entreprise Baladna. L'hôpital de Vieux, infrastructure médicale de luxe construite sur 15 niveaux, un modèle de réussite en matière de soins de santé modernes. Financé par Power International Holding, cet établissement a retenu l'attention de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui fait de l'amélioration des conditions sanitaires de sa population une priorité. Cette visite s'inscrit dans la logique d'un transfert d'expérience avec l'ambition de construire au Lualaba ce type d'infrastructure. À la suite de cette visite, la délégation a été conduite dans les installations de Baladna, entreprise agricole majeure qui détient plus de 70% du marché laitier au Qatar. Fondée en 2017 avec l'importation de 4000 vaches depuis les États-Unis, Baladna est aujourd'hui un fleuron de l'agro-industrie régionale. Marie-Thérèse Masuka a saisi cette opportunité pour promouvoir la province du Lualaba comme terre fertile pour les investissements agricoles en ligne avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la diversification de l'économie au-delà du secteur minier. Ce déplacement traduit la volonté du gouvernement provincial de s'inspirer des modèles éprouvés afin de faire du Lualaba un pôle de croissance multisectorielle fondé sur des partenariats solides et durables. Une visite qui a tellement marqué ses hôtes qui n'ont pas manqué de lui réserver quelques présents. Dans la succession de ces actualités, le gouverneur du Baouélé, Mac David, a remis l'étendard du commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Kabouin Wamihigo John. Suivez. Katebe, où le gouverneur du Baouélé, Mike David Moukeni Amissi, a remis l'étendard du commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Kabouinwa Mihigo John. Devant un parterre de personnalités élus membres du gouvernement provincial et forces de sécurité, le gouverneur a rappelé le fait que cet acte s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'une police républicaine moderne, proche de la population. Un remerciement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et de toutes les forces de sécurité, qui se bat jour et nuit par sa diplomatie agissante pour rétablir la paix
sur toute l'étendue de notre territoire national et plus particulièrement à l'est de notre pays. Occupé illégalement par les forces négatives, à savoir le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Je salue également les efforts du gouvernement de la République conduit par Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre concrète de cette réforme combien ambitieuse. Il a en outre exhorté les forces de l'ordre à bannir les antivaleurs et à collaborer avec les autorités locales. Étendard à moi. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la province du Bazouélé, général John Kabouy, en ce jour, je vous remets cet étendard, symbole de votre pouvoir, que vous allez défendre et porter jusqu'au sacrifice suprême. Je vous félicite et vous souhaite bonne chance. La cérémonie s'est clôturée dans la ferveur à travers un défilé impressionnant des unités de la PNC de la province du Bazouélé. Dans le Haut-Katanga, le service national a doté l'université de Lubumbashi 1000 bancs et pupitres fabriqués d'anciens Kuluna reconvertis en bâtisseurs de la nation. Les détails. Ils étaient partis sous les pleurs, les huées. Ils reviennent dans la ville cuprifère sous les fanfares, mais surtout bon pupitre en main, comme pour payer leurs dettes à la société. Le pas cadencé, ces bâtisseurs font leur entrée à l'université de Lubumbashi. Une première, une histoire qui s'écrit grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Le tout sous le regard du commandant de la 22e région militaire, le corps administratif, académique, étudiant et le recteur de cette première université de l'espace Grand Katanga. Un remerciement au général Kasongo ici présent pour son optimisme. Il a placé la barre haut, à hauteur de la vision du président de la République, chef de l'État, lorsque parlant du service national, il le voit, il envisage, il le projette comme l'interface entre l'école et la société. Cette nouvelle école où on resocialise, où on réhabilite. Ce n'est donc pas 1, 10, 100, mais 1000 bancs remis ce samedi 2 août 2025 au Cassapar des Cassapars et donc forcément la gratitude était au rendez-vous. Et nous disons sincèrement merci, premièrement, à cette jeunesse qui a travaillé pour cette œuvre, pour qui je vous demande, distingués invités, d'ovationner, s'il vous plaît. Et nous nous engageons à donner les meilleurs de nous-mêmes pour construire notre pays plus beau qu'avant, selon la vision du chef de l'État. Au remerciement, le commandant de la 22e région militaire ajoute les hommages et témoignages. Lui, compagnon d'Omzé Laurent Désiré Kabila, voit en la résurrection du service national celle de l'ancien président par l'actuel. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik a lui eu droit à des félicitations de la part d'Edi Kapad. Je rends hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, qui est comme Mouzé et qui a ressuscité Mouzé Kabila dans les actions de sa pensée. Le service national, après sa création, était pratiquement supprimé. Et donc les gens ont piétiné la pensée de Laurent. Mais aujourd'hui, le président Félix ressuscite cette valeur. Je voudrais finir par reconnaître la bravoure de ce grand officier, qui est mon élève, que j'ai recruté, que j'ai formé, et qui devient bâtisseur. Ça veut dire que je manque de mots, mon général. Je dois vous féliciter et continuer comme ça. Pour cette première dotation en banc,
À une institution universitaire du Grand Katanga, le commandant du service national, ancien Kassa par lui-même, a d'abord tenu à dénoncer ceux qui s'adonnent à la propension des fausses informations pour discréditer les actions de ses services. Ensuite, il a rappelé l'objectif social de cette structure rattachée à la présidence de la République. Le service national a été créé pour encadrer les jeunes en vue de les engager à la reconstruction et au développement de notre pays. Tout ce qui est développement du pays entre dans l'objet social du service national. La réalisation de cette mission, comme vous le constatez, ne pourra être possible qu'avec une jeunesse patriote et civiquement engagée. C'est pourquoi la science seule ne suffit pas pour être cette jeunesse au service du pays. Voilà pourquoi l'encadrement scientifique devra aller de pair avec l'encadrement civique et patriotique. Avec cette remise, le service national ouvre une ère de partenariat avec ses... Suite de ces actualités, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé aux 700 membres de l'Union sacrée réunis ce samedi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Suivez ces reportages. Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée de la nation, se sont retrouvés au chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce samedi 22 février 2025 pour entendre le message du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, face à la situation de la guerre d'agression du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par la prière et une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation André Mbata a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Et je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts diplomatiques, militaires et politiques. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes des troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue, le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise de position actuelle de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. En clôture de ces actualités, le secrétaire général du LGD, Franklin Chimala Manikou, a pris la parole pour dénoncer l'état alarmant de la gouvernance en République démocratique du Congo. Franklin Chimala fait le point. Mesdames et messieurs de la presse, au nom
du regroupement politique LGD et Alliés. Permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à notre siège, au siège national du regroupement politique LGD et Alliés. En effet, notre pays traverse un contexte politique où la critique, même sincère, surtout venant de l'opposition, y compris les questions posées par l'opposition, sont réputées suspectes, soit menaçantes pour le pouvoir. Aux questions et inquiétudes exprimées par l'opposition et d'autres organisations assimilées, les pouvoirs répondent tantôt par les injures, tantôt par les menaces, ou carrément par la répression violente. Et comme la violence appelle la violence, le recours à la lutte armée a été emprunté par certains compatriotes pour stopper les pouvoirs. Du coup, la République est prise en otage. Elle s'enfonce dans les gouffres. On peut même être tenté de dire qu'elle touche le fond. Notre peuple se trouve livré à lui-même et accaparé par le doute sur son élite politique et sur lui-même. Mesdames et messieurs de la presse, il sied de revenir à la raison. Car l'instant de vérité approche. Il faut aborder cet instant-là avec sérénité, courage et surtout avec responsabilité. En effet, nous disions tantôt que l'instant de vérité est arrivé. Et cette vérité est que notre pays, aujourd'hui, se trouve dans la posture de faiblesse face à ses adversaires sur les théâtres de la guerre. C'est une évidence. Or, comme vous le savez, les nations puissantes ne négocient jamais avec les nations faibles. Elles les soumettent simplement. Cette vérité est que les nations fortes négocient entre elles. Et dans ces cadres, elles peuvent se faire des concessions, de manière respectueuse. Par contre, la règle veut que les nations faibles soient écrasées, assujetties et dépouillées totalement. À ce sujet, il faut noter que malgré l'enthousiasme débordant affiché par certains d'entre nous, légitimement, à la conclusion de cet accord de paix ou d'IDP de Washington et à la signature de la déclaration des principes de Doha, la vérité est que notre pays est domestiqué. Ce n'est pas exagéré de le dire. Présentement, il est en voie de dépouillement. Il est en voie de dépècement, comme un éléphant abattu par les braconniers. Il faut nous ressaisir rapidement pour arrêter cette descente aux enfers. Mais comment y arriver sans abandonner les discours clivants qui menacent l'unité nationale et la cohésion nationale, en attisant le feu en permanence pour des raisons d'existence politique. À ce stade, il importe de relever que la République n'a pas besoin des identités closes, déclinées sur les marchés politiques en termes de tribus, d'ethnies, des races, d'appartenance linguistique et qu'en sais-je, en violation de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et de la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, plusieurs des dizaines de nos compatriotes fidèles catholiques ont encore une fois été massacrés à l'arme blanche dans la localité de Komanda, dans la province de l'Ituri, à l'est de la République, par les rebelles ougandais des ADF, avant de s'en prendre à plusieurs commerces et maisons. Au nombre de ces victimes se trouvent probablement de nombreux membres de notre parti de la Fédération de l'Ituri.
les LGD et alliés adressent ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et expriment leur solidarité avec les personnes blessées. Condamnent avec la plus grande fermeté l'inefficacité de la réponse gouvernementale face à ces atrocités répétées et exigent des actions immédiates et concrètes pour protéger les civils et fournir une aide d'urgence aux déplacés et aux blessés. Ce massacre, vous vous en doutez, vient s'ajouter sur les tableaux du cycle infernal des tueries sauvages qui continuent à faucher gratuitement les vies de nos compatriotes à travers tout le pays. Et cela dans l'indifférence totale de ceux qui nous gouvernent. Mesdames et messieurs de la presse, il y a de cela quelques jours, les LGD et alliés avaient fait une analyse profonde de la situation de notre pays et posé un diagnostic profond des maux qui minent la RDC. Mais la lecture des solutions proposées à Doha et à Washington à la crise sociopolitique que traverse notre pays donne le sentiment que la complexité de la situation n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que les aspirations du peuple à la justice et à la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays aient été complètement ignorées. Sur ce registre, les regroupements politiques LGD alliés constatent que la quête de la paix, qui paraît être au cœur du processus de Washington et de Doha, est une chose excellente pour la RDC et toute la région des Grands Lacs. C'est une dynamique qu'il s'est d'encourager pour favoriser davantage d'inclusivité et étouffer les risques de balkanisation. Cependant, à la lecture de cet accord prétendument de paix, les partis signataires paraissent avoir résolu de conclure une paix précaire, une paix au bout du fusil, au terme d'un processus du dialogue qui n'a rencontré ni les causes profondes qui sont à la base de la guerre, ni le mécanisme de réparation des conséquences qui en ont découlé. Du coup, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Constitution sont mises au frigo. C'est pourquoi les LGD et alliés attirent l'attention du peuple sur le fait que cet accord risque de servir de motivation à d'autres pays limitrophes, avec en ligne de mire la consécration de la balkanisation totale de notre pays, si ce n'est pas déjà fait. Mesdames et messieurs de la presse, faut-il aussi rappeler que le président du LGD et allié, ancien directeur général du BCECO, ancien ministre des Finances et ancien Premier ministre de notre pays, dont la gestion orthodoxe et saine de la chose publique a été saluée par tous, surtout par les partenaires au développement de la RDC, n'a jamais détourné les fonds du trésor public. Il l'a clamé tout haut au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et personne, alors personne, n'a jamais démontré le contraire jusqu'aujourd'hui. Même le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle qui les condamne n'en donne aucune preuve. Le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapon, rappelez-vous, a eu le courage de demander formellement à l'Inspection générale des finances, structure rattachée à la présidence de la République, d'auditer sa gestion publique de près de 14 ans. Plusieurs missions spéciales d'investigation téléguidées ont été menées à cette fin. Les conclusions sont restées formelles et dures pour les pouvoirs. Aucune preuve de détournement des fonds publics n'a été donnée. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, l'honorable Matata Ponyo Mapon, président national du LGD et allié, est un homme des principes. Il ne pouvait pas déroger à son idéal de servir son pays conformément aux exigences éthiques et morales rigoureuses qu'il s'est imposées lui-même dès sa décision d'entrer en politique. Ainsi, les manques de vision claire pour le pays, les déficits chroniques du leadership et la mauvaise gouvernance manifestes ont motivé son choix d'ériger à maintes reprises
de main tendue du régime actuel et de toute adhésion à l'union sacrée, martèle-t-il toujours. Il a accepté de comparaître devant la justice congolaise parce qu'il se savait innocent, mais aussi parce qu'il devait montrer au peuple congolais, à la face du monde, et surtout à la jeunesse de notre pays, qu'un Congolais peut faire la politique avec intégrité, sans se faire corrompre et sans détourner les fonds publics. Il a donc fait confiance à la justice de son pays. Mais quelle n'a pas été sa déception, mieux sa surprise, et surtout sa surprise de constater qu'un Congolais est poursuivi pour motif de n'avoir pas détourné. Toutes les dispositions, alors toutes, ont été prises par les pouvoirs pour le condamner. Et le procès s'est révélé comme un théâtre de tragicomédie pour abattre à bout portant un opposant politique. Certaines personnes impliquées dans la gestion opérationnelle du projet ont été exemptées des poursuites en échange de leur déposition contre Matata, qui n'était pas concerné par la gestion de fonds. Le président de la République a répété à plusieurs reprises que la justice congolaise était malade. Et la première maladie dont a été victime notre président du parti est la tribalisation de la justice. La seconde, on l'a vu, est la soumission à la justice aux impératifs du pouvoir exécutif. La justice exécute les ordres du pouvoir exécutif. Elle n'est donc pas indépendante, comme l'exige la Constitution. Et la troisième, c'est la corruption qui gangrène largement l'appareil judiciaire du pays. Mais alors, comment une personne malade, réputée malade, peut-elle être soignée par un médecin réputé malade et gravement malade que le malade? Messieurs et mesdames de la presse, comment pouvez-vous, ou comme vous pouvez le remarquer, le président du LGD et allié n'a pas été jugé sur base de la Constitution et des lois du pays. Celles-ci ont été violées plus de 45 fois. Le premier jugement le concernant a été rendu en novembre 2021. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, conformément à la Constitution. Et le dossier était définitivement clos, pensait-on. Mais en violation intentionnelle et manifeste de l'article 168 de la Constitution, et voulant à tout prix le condamner, conformément à la volonté du pouvoir, la Cour constitutionnelle a réouvert miraculeusement le dossier pour le rejuger. Dans l'entretemps, le droit comme science a perdu les lettres de noblesse dans notre pays, y compris pour ceux qui n'ont pas été à l'université. D'ailleurs, certains parents se posent la question sur l'intérêt qu'il y a encore et l'opportunité qu'il y a encore d'envoyer leurs enfants à l'université pour apprendre le droit, afin de condamner automatiquement, par la suite, des innocents. Dans le même ordre d'idées, il s'y est de signaler que la Cour, dans l'envolée de faire plaisir au pouvoir, l'a condamné à des travaux forcés qui sont interdits par la Constitution. Conformément à l'article 16, dernier alinéa de celle-ci, qui stipule « Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ». Par ailleurs, le Code pénal congolais, en son article 6 bis, interdit formellement que l'exécution de la peine des travaux forcés ne soit confondue ni assimilée à celle des servitudes pénales ou d'emprisonnement. De ce fait, du point de vue du droit et des lois de notre pays, c'est un arrêt inconstitutionnel, donc inapplicable. Et il fait la honte de la justice congolaise, devenu un appendice du pouvoir exécutif. Mesdames et messieurs de la presse, en 4 ans d'un procès politique injuste et sensationnel qui démontre l'inexistence d'un état de droit dans notre pays, l'ex-premier ministre, son épouse et ses enfants, pour ne citer que cela, ont été torturés moralement et physiquement. Ces droits fondamentaux des libertés d'expression, des soins médicaux et de défense, du reste garantis par la Constitution, ont été systématiquement violés. Certains de ces avocats venant de l'extérieur ont été empêchés d'entrer au pays. Il a été interdit sans raison de voyager à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Il a été interdit d'aller enterrer les membres de sa famille à l'intérieur du pays.
y compris sa propre petite sœur. 2 millions de dollars américains de son cabinet d'études ont été détournés par les gouvernements. Il a été illégalement et brutalement mis en résidence surveillée. Sa résidence a été sauvagement perquisitionnée en violation de ses immunités parlementaires. Des meubles, portes et casseroles de sa maison ont été cassés et ses filles violentées. Il a été empoisonné et il lui a été interdit de se faire soigner à l'extérieur du pays comme s'il n'était pas congolais des pères et pères de famille. Quelle méchanceté! Mesdames et messieurs de la presse, il vous souviendra que dans sa déclaration politique du 31 mai 2025, les LGD et alliés ont informé l'opinion nationale et internationale de la disparition de l'honorable Matata Ponyo Mapon au soir du 21 mai 2025, soit le lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle les condamnant par défaut, c'est ça. À cette même occasion, les LGD et alliés ont annoncé et condamné la persécution des membres de sa famille biologique, en l'espèce la confiscation par la DGM du passeport de sa fille, qui devait se rendre aux USA pour les études en date du 30 mai 2025, sans oublier l'interdiction à son épouse de quitter le territoire national. Un cas atypique où l'on confond Matata à sa famille. Je voudrais à ce stade de manière particulière et insistante rassurer toute la population congolaise et particulièrement les membres et sympathisants du LGD et alliés que le président national du LGD et allié, l'honorable Matata Ponyo Mapon, est bel et bien vivant et en sécurité. Comprenez mon émotion ici. En effet, 2 mois après sa disparition brusque, il a finalement renoué contact avec nous. Je l'ai eu personnellement au téléphone et il nous a déclaré avoir été contraint d'aller en exil par les pouvoirs en violation de l'article 50, l'article 30, voulais-je dire, alinéa 2 de la Constitution. Le moment venu, nous vous dirons où il aura choisi de s'installer avant de retourner dans son pays qu'il chérit tant, lorsque il nous donnera de plus amples précisions. Dans l'entretemps, il rassure qu'il continuera son combat jusqu'à l'avènement d'un état de droit dans notre pays. Il rassure également qu'il se battra, comme nous qui sommes restés au pays, aux côtés de ceux qui sont à l'extérieur du pays, tout au moins ceux de l'opposition qui y sont, pour qu'un jour, un leadership et une gouvernance de qualité qui font cruellement défaut dans ce pays adviennent et que la RDC reprenne le chemin du progrès et de l'émergence, comme il l'avait déjà pris entre 2012 et 2016 alors qu'il était Premier ministre. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est au rassemblement de tous les Congolais sans exclusion pour réaffirmer nos positions des principes et de défendre la patrie. Chaque Congolaise, chaque Congolais, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs de la RDC. L'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes reprises qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système politique afin d'éviter un éternel recommencement. Pour les LGD et alliés, l'initiative des pères spirituels d'Asenko et de l'SCC demeure la seule voie de sortie de la crise multiforme que traverse notre pays et la sous-région des Grands Lacs, suite au déficit du leadership et de gouvernance qui mine notre pays, afin de refonder notre capacité d'agir ensemble pour l'intérêt commun et permettre ainsi à la nation réunifiée de redonner la force à nos forces de défense et de sécurité. Nous souhaitons que ce ne soit pas un dialogue pour le partage du pouvoir. Alors nous souhaitons que ce ne soit pas un dialogue pour le partage du pouvoir. Plutôt un lieu où seront posés les fondements historiques d'un nouveau départ socio-économique définitif.
C'est cela la volonté de nos ancêtres. C'est cela la volonté de nos congénères. C'est cela la volonté de nos enfants. Et c'est cela la volonté des futures générations de ce pays. À la jeunesse congolaise, l'avenir de ce pays, je lui demande de ne pas perdre l'espoir et de croire au développement de notre pays. Seuls les Congolais développeront ce pays et non les institutions internationales et les experts nombreux, chèrement payés qui pilulent dans les institutions publiques congolaises. Vous les jeunes, alors vous les jeunes, vous pouvez donc continuer à croire en l'avenir de la RDC. Vous pouvez continuer à croire en l'honorable Matata Ponyo Mapon, à son idéal et à son engagement. Il ne vous décevra jamais. Les jeunes ont besoin, dans ce pays, des modèles. Alors des modèles, des vrais modèles. Et il en est un. Parce qu'il est l'un des hommes politiques dans le pays sur qui vous pouvez compter dans le domaine de la gouvernance de la chose publique. Que vive la RDC, que vive le LGD et alliés, que vive l'LGD et alliés, que Dieu nous bénisse. Je vous en remercie. Comme dit précédemment, c'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.